Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un vlog sur les 5 grandes étapes en photo et l'introduction à la connaissance de Digicam. En fait, Digicam Kesako. Avant de répondre, faisons un petit peu d'historique sur mes tutos en photo. On doit préciser au préalable deux choses. Les vidéos que je crée sont intemporelles. Elles restent visionnables dans le temps. Cela veut dire qu'elles ne sont pas issues d'idées qui me viennent aléatoirement. Non, elles suivent une stratégie définie, celle de proposer, partager mes connaissances et ma progression en technique photo. Sachant que ma cadence de frappe est au grand maximum d'une vidéo par mois, je sais que cela est contraire à la politique de YouTube, qui impose de faire une vidéo une fois par semaine et si possible postée à la même heure, sous peine d'être évincé des moteurs de recherche de YouTube. En fait, c'est la punition, la dictature, YouTube oblige. Celle qui privilégie le mauvais au détriment de la qualité. Parce que la qualité fait rarement bon ménage avec quantité. Je suis plutôt du genre qui pense qu'aller doucement, c'est aller vite. En plus, je suis interdit de financement sur la plateforme YouTube. J'ai dû faire ou dire un truc sûrement interdit. Je ne sais pas quoi. J'ai posé la question au grand gourou chef YouTube. J'attends toujours la réponse. Donc, en gros, si vous voyez une pub sur les vidéos, le pognon ne partira pas enrichir les plus riches au détriment des créateurs. La suite, vous la connaissez, c'est comme en politique. Néanmoins, pour moi, l'objectif n'est pas d'avoir des milliers d'abonnés, mais de créer une communauté open source de passionnés en photo. Donc, bienvenue à toi l'ami photographe qui m'écoute. Deuxième chose, on a vu ensemble les différentes étapes du photographe artiste. Je veux dire, si vous rentrez dans la catégorie des personnes qui prennent des photos esthétiques ou qui racontent une histoire ou encore des photos qui déclenchent une émotion, dans ce cas, vous n'avez pas le choix si vous voulez subliminer votre travail. Il va falloir passer par plusieurs étapes dans le traitement de vos photos. Voyons ensemble ces étapes, ou si vous préférez, la stratégie à adopter. Même si elle n'est pas parole d'évangile, elle peut aider l'artiste débutant. Donc, la première étape, soit la prise photo sur le terrain, correspond pour moi environ à la moitié du travail. Je note pour cette étape, même si je ne parle pas souvent de matériel, car je ne suis pas un vendeur Amazon déguisé, que le choix et la qualité des objectifs zoom ou objectifs fixes est importante. Pour ça, je vous renvoie sur mes tutos. Ensuite, plus le capteur est grand, à mieux c'est. Plus le capteur est grand, plus sa dynamique augmente. Et ça, c'est énorme en photo artistique. À cela s'ajoute également que plus le capteur est grand, plus l'effet de flou est beau et plus on peut augmenter sa sensibilité en ISO. Des paramètres déterminants en photo créative. D'ailleurs, à ce sujet, il est possible de faire de belles photos avec un smartphone qui possède un petit capteur de 20 millions de pixels. Néanmoins, en lumière faible, la qualité va s'écrouler complètement avec une très mauvaise dynamique et une montée en ISO. La deuxième étape consiste à transférer ces photos de la carte SD sur mon ordinateur dans les dossiers avec Faston Image Viewer. Je note pour cette étape que sur le terrain, je ne parle pas de la théorie qui consiste à dire à plus je déclenche, à plus j'augmente mes chances d'avoir une bonne photo, mais à l'inverse de réfléchir à la composition avant de shooter. Cela vous aide à progresser et le travail de tri est moins fastidieux et moins frustrant. Il m'arrive de revenir avec moins de 10 photos. Pour cette étape, on a parlé du logiciel Faston Image Viewer qui fait très bien le taf. Néanmoins, il comporte deux petits inconvénients. Il n'est pas open source, donc il peut devenir payant ou disparaître du jour au lendemain. Ensuite, il n'est pas très professionnel. Je reviendrai sur cet aspect au dernier chapitre. La troisième étape consiste au post-traitement avec RAW-thérapie. Je note pour cette étape qu'elle correspond à l'autre moitié de l'acte de création. On a à cet instant
l'essence de son travail. C'est l'instant où on a la possibilité de s'exprimer pleinement, recadrer en supprimant l'indésirable, cropper pour laisser uniquement un sourire, un arbre, faire du minimalisme que j'affectionne particulièrement. Ensuite, subliminer une palette de couleurs ou réaliser du noir et blanc depuis un RAW couleur ou encore ajouter du vignettage pour aspirer le lecteur à l'intérieur de votre photo. En fait, c'est l'étape où on s'amuse comme un enfant. La première règle, c'est qu'il n'y a pas de règle à condition de maîtriser les règles de base. Pour cela, on va utiliser RAW Therapy avec sa grande capacité algorithmique de traiter l'image. Si vous débarquez, je vous conseille mon tuto RAW Therapy 6, algorithme et retouche photo pour plus d'explications. L'éventuelle quatrième étape, la retouche photo avec GIMP. Je parle d'éventuelle car elle n'est pas obligatoire. Elle n'a donc pas forcément lieu. Je note pour cette étape qu'elle est à la fois simple et complexe. Il est par exemple facile de supprimer une bouteille de coca dans un premier plan. Par contre, il peut être très fastidieux de modifier un élément de la composition de l'image. On ne reviendra pas sur la notion de réalité en photo, notion qu'on a largement développée dans la vidéo Atelier photo 16, la réalité en photo. Pour faire simple, je pense que les photographes artistes qui s'accrochent à la notion de réalité font tout bonnement fausse route. Fin de citation. Néanmoins, inventer des mondes, c'est extrêmement difficile. Rester dans le fantastique esthétique, ce n'est pas simple. Pousser une couleur à son paradoxisme sans penser complètement la photo, le tout peut s'avérer catastrophique. Enfin, GIMP permet, après un très long apprentissage, toutes ces possibilités. Pour terminer, j'ai vu une expo photo sur la Lune, avec beaucoup de montages photo, soit des lunes posées sur une route, sur un clocher, avec un vélo. En résumé, je n'avais jamais vu autant d'horreur en si peu de temps. Donc la retouche photo, oui, mais soyez vigilants sur la finalité de votre travail. C'est bien d'assumer un rouge saturé, mais on doit penser le tout, l'esthétisme. Ne pas détruire l'idée principale, l'émotion ou détruire l'histoire que raconte la photo. La cinquième et dernière étape, le partage. Pas besoin de logiciel spécifique. Je note pour cette étape que si vous avez réalisé des photos créatives, c'est dommage de les laisser mourir ad vitam aeternam dans un album ou dans votre ordinateur. Faire partie par exemple d'un club photo ou de réseaux sociaux, c'est profiter d'un potentiel incroyable. C'est partager votre passion avec des personnes qui se comprennent. À présent, comme promis, je reviens sur Fast On Viewer pour ceux qui veulent encore aller plus loin. Pourquoi abandonner Fast On Viewer au détriment de Digicam? Digicam, ce logiciel est le dernier maillon que se doit de posséder le photographe ou l'amateur averti. En effet, on a beaucoup mis en avant le très bon logiciel RAW Therapy de post-traitement. Néanmoins, ce logiciel n'offre pas la possibilité de classer, gérer vos photos, et c'est très bien comme ça. Un logiciel dédié et performant pour un travail spécifique. Digicam est là pour combler le vide. Une merveille de performance. Comme d'habitude, il est conforme au logiciel que je vous présente. Je veux dire, il est open source, donc gratuit. Il comporte les avantages intrinsèques à l'open source. Pas de bug avec la pérennité en plus. Plus besoin de se former à chaque fois que le fabricant disparaît ou si on ne veut pas payer un abonnement à vie. Pratique de plus en plus courante. Bon, en même temps, je me répète, tout cela, on l'a expliqué. Que fait Digicam? Vous commencez à avoir une médiathèque importante de photos et vous ne voulez pas que vos photos soient perdues, diluées et endormies à jamais par les milliards d'octets que compose votre disque dur. Digicam est là pour importer vos photos, organiser vos collections, les visionner, les modifier et les éditer pour créer des diaporamas, des calendriers et bien sûr procéder à des impressions. On peut même faire de la retouche photo. Néanmoins, le point le plus important,
Vous l'aurez compris, Digicam va créer une base de données de vos photos en attribuant des tags, enfin je veux dire des étiquettes, à vos photos. Par la suite, il est simple de rechercher un type de photo particulière. C'est un peu comme si je pose la question à mon ordinateur. Je veux toutes les photos du pont en briques que j'ai réalisé. Ou je veux toutes les photos que j'ai prises avec une focale de 28 mm ou à 800 ISO, etc., etc. Digicam peut faire également de la détection et de la reconnaissance de visage pour vous aider dans votre tri grâce à son ergonomie intuitive. Il n'est pas possible de détailler ici toutes les possibilités. Néanmoins, si vous avez une grande collection de photos à gérer, c'est l'outil qu'il vous faut. Une dernière observation importante, créer une base de données est un travail fastidieux, où la sécurité est donc de mise. Avec Digicam, vous ne pouvez pas perdre votre base de données. Si vous la sauvegardez, sachant que les informations sont inscrites dans les EXIF ou IPTC de vos photos. La base est sous forme de fichier, donc déplaçable, ou plus simplement, je peux la copier et la sauvegarder où je veux, sur une clé USB éventuellement. D'ailleurs, j'en profite pour dire que ce n'est pas le cas avec Lightroom, où la base de données de vos photos est complètement hermétique. Si vous avez le malheur de changer ou reformater votre disque dur, derrière, c'est la catastrophe pour récupérer vos données. À tel point qu'Adobe a créé un outil pour récupérer la base de données. Il existe même des formations payantes pour apprendre à gérer ou à réparer vos bases de données, ce qui n'est vraiment pas fait pour rassurer les utilisateurs. C'est un peu comme si votre vendeur de voitures vous donnerait une caisse à outils avec une voiture neuve. Avant de terminer, je vous donne deux exemples où Digicam m'a sauvé la vie. Il n'y a pas très longtemps, je devais investir dans un nouveau zoom pour la randonnée. Mon choix s'est porté sur plusieurs objectifs, 24-240 ou 70-200 ou encore 70-300. La question est vite devenue un dilemme cornélien. En fait, avec Digicam, la réponse n'est pas fait attendre. Je lui ai posé la question, affiche-moi les photos que j'ai prises entre 20 et 70 de focale. Ensuite, affiche-moi les photos que j'ai prises aux environs de 200 mm de focale. Après analyse, je me suis aperçu que j'utilisais beaucoup plus des focales autour de 200 que 20. Si j'ai besoin de grand angle, je passe sur mon objectif de 16-35. Et pour le 70, je lui préfère une focale fixe de 50 ouvertures f1.4 avec un bon piquet. Donc le choix s'est vite porté naturellement et en toute logique sur le 70-300. En interrogeant la base de données, j'ai pu mener une analyse précise de mes besoins. Deuxième exemple, je voulais définir les capacités de mon capteur à monter dans les ISO. Pour la petite histoire, il existe encore beaucoup de photographes, les vieux routards, comme à l'époque de l'argentique, qui jurent uniquement par le 100 ISO, en réalisant hélas des photos au contour qui manquent de précision. Aujourd'hui, un réflexe de qualité peut monter en ISO, sans problème, où le bruit numérique sera largement moins visible que des contours pseudo-bougés du photographe, surtout lors d'utilisation de focales lourdes et longues. Attention, ne pas confondre avec le bouger d'un sujet dynamique. En résumé, on monte en ISO pour travailler à des vitesses plus rapides afin de compenser le bouger dû à un objectif lourd et long. Néanmoins, il faut encore au préalable définir cette limite ISO. Avec Digicam, je lui ai demandé toutes mes photos à 200 ISO, puis en 400 ISO, puis 800, puis 1600 ISO, etc. Après l'examen approfondi des photos, j'ai pu déduire qu'il était largement plus bénéfique pour plus de piquets d'utiliser un 400 ou un 800 ISO qu'une vitesse plus lente avec un 100 ISO. Je précise que mon capteur est un full format. Vous comprenez à présent l'intérêt de pouvoir questionner tout azimut votre base de données. À présent, j'ai terminé concernant l'introduction.
Pour ne pas faire trop long, sachant que la prochaine fois, on verra un tuto sur Digicam et surtout en pratique le fonctionnement de sa base de données. A plus.